Salut et bienvenue dans Kairos Équitation, le podcast où chevaux et humains s'inspirent, se rencontrent et avancent ensemble. Moi c'est Léa, je suis coach en équitation comportementale et en technique Alexander. Je suis installée en Bretagne accompagnée par un beau troupeau de chevaux qui vit en semi-liberté. Ici, sur ce podcast, j'ai envie de te partager des réflexions, des sujets, des expériences importantes pour moi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode et je suis ravie de partager ce moment avec toi. Pour aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un truc qu'on entend peu, je trouve. En tout cas que moi j'ai découvert très tard pendant ma formation en technique Alexander, qui est, avant de te dire ce mot, je fais un peu de suspense, un peu un espace entre le stimulus et l'action. Quand je dis stimulus, c'est ce truc qui arrive vers toi, qui n'était pas prévu, la réaction de ton cheval, la réaction de ton patron, de ton enfant, euh, une voiture qui passe vite devant toi. En tout cas, quelque chose qui arrive et que tu n'avais pas prévu. C'est ça que j'appelle un stimulus. Ça peut être positif, neutre, négatif. Il y a vraiment toutes sortes, mais c'est vraiment ce truc qu'on n'avait pas prévu et qui nous surprend finalement. Et l'idée là, c'est d'aller visiter dans cet épisode ensemble l'espace qu'il y a entre ce stimulus, ce truc imprévu et l'action. Donc l'action, c'est comment nous, on va se positionner face à ça. Et pour moi, il y a vraiment un espace qui se joue ici, que moi j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, mais c'est le thème un peu de cet épisode, qui est le pré-mouvement. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Le pré-mouvement, c'est finalement avant le mouvement, qu'est-ce qu'il y a? Et on peut retrouver un peu ça dans les visualisations, dans cette préparation finalement à l'action. Des fois, on va pas se mentir, s'il y a le feu chez toi, dans la maison, eh ben, le stimulus, c'est le feu, l'action, c'est sauver ce qu'il y a à sauver humain en premier, enfin vivant en premier, et ensuite se barrer, mettre en sécurité et agir la survie avant tout, on est bien d'accord. Mais c'est quand même pas habituel qu'il y ait le feu chez nous. On touche du bois. Pour autant, des stimulus de la vie quotidienne, professionnelle, familiale, avec nos chevaux, c'est le quotidien. En tout cas, pour moi. Je sais pas toi, mais en tout cas, pour moi, il y a forcément des choses pas prévues. Mais aussi simples que mon cheval, je lui demande de marcher, d'un coup, il s'arrête. J'agis, comment je réagis, comment je surréagis à ça? Heu, Autant dans l'action physique que dans ma tête. Qu'est-ce que ça vient générer chez moi? Et pour moi, il y a vraiment un espace là qui est comment je vais réagir ou agir à cette stimulation, à cet événement, imprévu. Donc là, je parle d'un exemple vraiment bateau qui est mon cheval s'arrête. Ça pourrait être la même chose si je me fais klaxonner et que ça me fait surprendre. Est-ce que ma réaction, c'est le figement? Est-ce que comment je réagis à ce qui arrive et comment je réagis avec l'autre ensuite? Est-ce que je m'énerve au volant de ma voiture? Est-ce que je m'excuse? Est-ce que voilà, je prends des exemples assez simples hein, pour essayer d'imager mais si je prends un autre exemple, de la vie quotidienne, moi, par exemple, quand je rentre chez moi, j'aime bien que ce soit rangé et ben, si je rentre et que je vois que ma petite famille là, elle a pas rangé, mes enfants, ils ont pas débarrassé le goûter et ben, j'ai le stimulus de rentrer et de me prendre une vague de bazar quand j'arrive chez moi et ben, est-ce que je leur saute au cou direct? Clairement, on va pas se mentir, des fois, ça arrive. Ou alors, eh ben, comment je décide de réagir, voire d'agir encore mieux à cette situation pour garder finalement, parce que selon moi, la différence dans la réaction ou dans l'action, encore une fois, quand il n'y a pas de notion de danger avec le feu dans notre maison, quand je suis sans notion de danger et que j'ai juste une action à mener, j'ai un choix à opérer. Et ce choix-là, selon moi, il va permettre la qualité du mouvement, de comment nous, on va s'organiser. Est-ce qu'on va le faire avec conscience ou sans conscience? Il va permettre une qualité de réponse. Est-ce que ma réponse vis-à-vis de mes enfants, elle va être comme moi j'ai envie de communiquer à mes enfants, d'éduquer mes enfants et d'entre guillemets de montrer l'exemple. Et là, ça amène ça. Et dans la qualité de la relation. En fonction de comment je vais m'adresser à elles, autant physiquement que mentalement dans mon ton, et quand je dis physiquement, c'est pas leur foutre une claque, hein, on est bien d'accord, mais c'est est-ce que mes mots vont être un peu dans le reproche, est-ce qu'ils vont être culpabilisants, en fonction de tout ça et de la tension que j'ai dans ma tête et de mon taux d'agacement, mon taux d'énervement, voire de frustration,
et ben tout ça va dépendre de la qualité de la relation. En fonction de comment je vais agir ou réagir, voire surréagir, toutes ces qualités-là vont être plus ou moins, hem, ouais, vont être plus ou moins de qualité finalement, en fonction de ça. Et pour moi, cette notion de pré-mouvement ou d'espace dans l'action, avant l'action, amène vraiment tous ces enjeux-là. Et ça raconte aussi pour moi vraiment quelque chose d'assez profond qui est un peu notre état. Autant notre état physique, le corps, autant notre état émotionnel, comment je me sens quand le stimulus arrive de ce bazar, par exemple, chez mes enfants, ou de mon cheval, qui quand je veux aller à droite, bah, je sens que finalement, lui, il a plutôt envie d'aller à gauche. Qu'est-ce que ça me fait vivre émotionnellement? Je me sens, pas bonne, je me sens, frustrée parce que c'est pas ça que je voulais et mentalement. Est-ce que dans ma tête, il y a vraiment un truc qui me dit, «Bah, là, c'était comme s'il l'a pas fait» ou «J'aurais dû faire ci». Qu'est-ce que je me raconte? Et si mon état, il est dans la tension, déjà même avant finalement, et ben forcément, mon corps, cet espace de choix, en technique Alexander, on parle d'inhibition. Encore une fois, c'est pas l'inhibition, le fait de tout cacher, de s'inhiber de ce que l'on ressent, pas du tout. C'est juste de profiter d'un espace pour faire des choix conscients et pas être dans la surréaction ou la réaction. Quand on est déjà tendu par la vie, par la fatigue, par la pression, par notre conjoint qui nous agace, par des difficultés diverses et variées, ou l'envie de bien faire, ou je ne sais quoi d'autre, en tout cas qui fait qu'on est déjà tendu, physiquement, émotionnellement, mentalement, selon toi, est-ce que cet espace où on va pouvoir avoir un espace de temps, un, une vision de la scène, de ce qui vient de se passer, si on est tendu? Eh ben, clairement, pas du tout. Pas du tout parce que le truc, c'est que quand on est tendu, déjà, on est forcément dans réagir vite pour passer entre guillemets à autre chose. Je fais un peu une généralité, mais en tout cas, je parle de moi, hein. Moi, quand je suis tendue, je suis un peu fermée, hermétique. Ça, c'est physique, hein. Les muscles sont tendus, donc forcément, ça fait une espèce un peu de carapace pour me protéger. Hem et forcément, quand je veux rentrer en communication avec quelqu'un ou mon cheval et que je suis tendue, forcément l'autre, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit d'abord ma carapace et ensuite si il est patient, s'il gratte et si tout ça, ça va m'amener à me permettre de la détente, de la confiance et je vais pouvoir me relâcher et du coup créer de l'espace qui permet plus de mouvement, plus de communication. Mais pour pouvoir créer cet espace où on se laisse le choix, où on va aller se poser la question. Et quand je dis se poser la question, c'est pas une conversation hyper compliquée dans nos têtes, hein. C'est vraiment juste, ok, j'inspire, et quand on dit respire, inspire, souffle, par exemple, Morgane, elle dit souvent ça, et ben, c'est pas, on respire tous. Ça, c'est la première chose, sinon on serait mort. Donc des fois, on nous dit: «Ah, tu respires pas», mais si, en vrai, on respire tous. Simplement, c'est l'espace de tout notre, appareil respiratoire qui a plus ou moins d'espace ou pas. C'est exactement ce que je viens de dire avant. Si on est tendu, un des premiers trucs qui est, impacté, c'est notre appareil respiratoire. Tous nos systèmes, notre diaphragme, notre cage thoracique est comprimé. C'est un peu comme une cage à oiseaux. Pauvre oiseau, on met pas d'oiseaux dans les cages, on est bien d'accord. Mais notre cage thoracique, hein, son nom, c'est bien une espèce de cage, elle a un mouvement. Quand on inspire, la cage s'ouvre entre guillemets, il y a une ouverture qui se crée. Quand on est tendu, moi quand je suis tendue, je mets un peu mes coudes au corps, j'ai un peu mes, ouais, mes coudes au corps, mes mains, elles sont un peu fermées, ouais, je suis tendue. Je viens un peu comprimer mon haut du corps, forcément mon bas du corps aussi, hein, mais il y a mes épaules qui remontent, mes trapèzes aussi. Tout ça se tend, se fige, donc ma cage thoracique, elle a beaucoup moins d'espace pour avoir son mouvement optimum. Et moi, je trouve, et je l'observe aussi avec mes élèves, que le moment où on accepte de relâcher les tensions, parce qu'on en a pris conscience ou on passe un moment qui permet que petit à petit, la décontraction arrive. La décontraction, c'est les tensions qui se relâchent. Ça ne veut pas dire qu'on est encore détendu, hein. C'est juste pour l'instant, physiquement,
peut-être mentalement, émotionnellement, il y a une détente, une décontraction musculaire qu'il se fait. Et quand ça se fait, souvent on a un peu comme une bouffée un peu d'air. On a une respiration un peu plus grande. Et ça fait tellement du bien. Parce que le corps, il a besoin de cet espace. Là, il est vital, cet espace de respiration, de fonctionnement de la cage thoracique, du mouvement du diaphragme. Hyper important. Donc finalement, quand on nous dit respire, c'est qu'on bloque quelque chose à cet endroit-là. Et quand on bloque, on limite l'espace. Et cette histoire de pré-mouvement, elle est vraiment cette idée de créer un espace qui existe déjà à la base, hein, de se laisser le choix de comment je vais me mettre en mouvement ou quel mouvement je vais faire, quelle phrase je vais dire si c'est une question. Est-ce qu'on répond du tac au tac et des fois on regrette? Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ou est-ce que avant de réagir, on se permet de revenir à soi. Et là, pour créer cet espace, il y a déjà comment, dans ma vie quotidienne, avec mon cheval, d'autant plus parce que les chevaux, ils nous demandent, le premier truc qu'ils nous demandent, au-delà de conditions de vie bonnes et respectueuses pour eux, bien évidemment, quand on veut rentrer en interaction avec eux, c'est déjà de nous être bien dans nos baskets. Si déjà nous on arrive et qu'on est tendu comme des barres en métal, forcément que la relation, que la communication, que la qualité avec le cheval, elle est pas là du tout. Et quand je dis que on peut pas communiquer quand on est tendu, cette fameuse image de la barre de fer, du barre de métal là, je parle vraiment aussi de moi, hein, parce que c'est pas, il suffit de pas grand-chose finalement pour être dur et pour être tendu, être pressé, être, hyper focus sur un exercice, sur, une performance qui arrive, genre je suis en concours dimanche, il faut absolument que j'ai fait ça. Ça amène de la tension. Se, tourner dans sa tête que, la journée elle s'est pas bien passée, qu'on a encore ci à faire, qu'on n'a pas envie de rentrer chez soi, que, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Toutes ces tensions-là, si on s'accroche à elles, on devient tendu et on limite l'interaction avec l'autre, le cheval et l'humain, clairement. Parce que on comprime notre corps, encore une fois, toutes ces tensions, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, les 3 en même temps, tout ça parce que tout est lié forcément, sinon ça serait trop simple, eh ben, elles viennent limiter de l'espace dans notre corps. Le cheval, il répond à toutes nos intentions, qu'elles soient, déjà mises en action ou pas encore. Parce que des fois, on a l'impression qu'on ne demande rien et en fait, on demande déjà des choses aux chevaux par nos compensations, par nos habitudes, par les micro-mouvements que génèrent nos tensions. Donc forcément, des trucs un peu saccadés et raides. Tout ça. Bien évidemment, l'envie de bien faire peut aussi pousser à son extrême, être une tension, et donc limiter l'espace dans notre corps et dans nos pensées. Quand on est tendu, faut savoir un truc aussi, que pour fonctionner, pour que notre corps, nos muscles puissent fonctionner de manière idéale, entre guillemets, eh ben, il faut d'abord que le muscle se relâche. Il y a vraiment une case. C'est un peu quand on passe des vitesses en voiture, n'importe quelle vitesse qu'on passe, on doit passer au point mort de faire 5e, 3e, on passe au point mort. À chaque fois, le point mort est le central. Finalement, notre corps humain, le je relâche un muscle est censé être un passage obligatoire, entre guillemets, encore une fois, pour pouvoir fonctionner de manière optimum. Et là où il a trouvé des compensations, c'est la réaction, que je passe d'un corps tendu à un corps qui réagit. Et là, c'est vraiment un peu, entre guillemets, un peu en mode survie parce qu'il n'a pas le choix. Pour aller au plus court, au plus efficace, c'est ça qu'il doit faire. Et on va pas se mentir, on vit dans une société qui va à watt 1000 à l'heure, on alimente ça aussi. Et je trouve que quand on est avec les chevaux, on a une chance incroyable par rapport à d'autres, c'est que le cheval, il incarne ça. Je vais essayer de pas changer de mon sujet, je suis toujours sur le pré-mouvement, mais c'est vraiment pour amener cette notion d'espace. Le pré-mouvement, pour pouvoir aller l'explorer, l'expérimenter, ça demande en amont de déjà développer la disponibilité. La disponibilité, c'est déjà, ok, comment je prends conscience de mes tensions et que je peux les relâcher. Là, il y a plein de manières différentes d'y arriver, de l'expérimenter, parce qu'en vrai, on s'en fout d'y arriver. Moi, je dis souvent à mes élèves, ce qui est important, c'est pas de réussir à faire ce que je demande.
c'est de comprendre le cheminement, de comprendre qu'on est capable de retrouver ce chemin pour pouvoir réussir à retrouver ce chemin. Et finalement, si je retrouve ce chemin, que je sais comment le retrouver, comment le vivre, l'intégrer, alors forcément je réussirai. Mais c'est pas la réussite que je recherche, c'est la réussite de la compréhension du chemin pour arriver à ma réussite. Et ça, c'est encore un espace que je crée de me dire je lâche la réussite de l'exercice demandé par exemple et je muscle ma capacité à prendre confiance que je retrouverai le chemin. C'est hyper différent. Je ferai peut-être un épisode d'ailleurs là-dessus parce que je trouve que c'est fondamental ce que ça change et en tout cas, ça ouvre la confiance en nous. Et quand on cultive la confiance en nous, on relâche aussi des tensions de stress, de peur. Tout ça, c'est des choses qui créent des tensions. J'essaye de me rassembler moi aussi par ce sujet qui m'emballe hem, pour retrouver plus de calme chez moi. Et là, par exemple, je vais te le faire en live, c'est pas grave, on déborde un chouille, mais et encore, vraiment là, je sens que tu vois que je sens mon corps qui est tendu par, l'enthousiasme et l'envie de te partager ça et à la fois c'est un sujet un peu complexe, un peu farfelu peut-être et qui est pour autant pour moi hyper concret et qui change vraiment, des situations quand j'expérimente ça parce que je suis pas parfaite, donc j'y arrive pas tout le temps, à pas se mentir, hein. Et heureusement parce que le but c'est pas de devenir, tout lisse et tout parfait, hein. Il y a la vraie vie et c'est pas perdre notre spontanéité, pas du tout. C'est juste être conscient de ce que l'on ressent, de ce qui arrive chez nous. Donc là, moi, quand je sens que je m'emballe, la première chose, je sens que je suis tendue. Et je suis assise sur une chaise, là, par exemple. Ce qui me fait dire que je suis tendue, je ne change rien. La première chose, c'est de ne pas changer quelque chose. Parce que, ah, je suis tendue, je me détends, et ben, je vais créer peut-être d'autres tensions, d'autres postures de compensation par habitude. C'est déjà accepter la position, un peu faire comme un arrêt sur image. Et de me dire, ok, moi là, je sens des tensions, j'ai mes coudes au corps, ça tend mes épaules, ça remonte ma cage thoracique. En vrai, je suis assis un peu, c'est un peu comme si j'osais pas tout à fait m'asseoir. J'ai un peu les fesses, les cuisses serrées et je suis un peu remontée comme un coucou vers le haut. Et du coup, là, moi, je vais juste repenser à mes directions en technique Alexander, que mon bassin, il peut aller vers la chaise, il va naturellement vers le bas, et que ma tête, elle va naturellement vers le haut, et que mes deux épaules peuvent s'éloigner l'une de l'autre. Et ben, ça m'a permis de relâcher mon bassin, mes fessiers et mes cuisses, de relâcher l'espace sous mes aisselles, et de sentir que mes trapèzes, mes omoplates, tout ça s'était relâché. Ma respiration est beaucoup plus calme, beaucoup plus ample, et même je pense que le rythme des paroles a un peu changé. Donc là, je te l'ai vraiment fait en live, c'est une proposition. Il y en a sûrement d'autres. Écouter le chant des oiseaux, revenir à quelque chose où on sent que ça nous permet de réouvrir de l'espace dans notre corps. Déjà de prendre conscience de ce qui se passe et d'avoir envie d'ouvrir de l'espace. Et ensuite, il y a cette notion de pré-mouvement. Une fois que j'ai ouvert de l'espace, que je me sens disponible et que j'ai envie d'expérimenter ça, c'est d'abord l'expérimenter dans le quotidien, entre guillemets, quand tout va bien. Pas forcément quand il y a un stimulus, parce que le stimulus, il va venir, entre guillemets, vérifier, questionner. Ah, est-ce que là, quand je fais ça, je mets un peu, j'extrapole un peu, mais qu'est-ce que tu fais quand je fais ça? Moi, j'aime bien dire les chevaux, ils font ça. Tu veux la droite, qu'est-ce que tu fais si je t'emmène mon épaule à gauche? Comment tu réagis à ça? Comment tu réponds à ma question? En fonction, ça donne pas les mêmes réponses. Et là, on revient sur la qualité. Comment ma qualité de réponse, elle est différente en fonction de si je réagis ou si je réponds à sa question. Euh, je crois que dans ce pré-mouvement, pour moi, il y a vraiment la première chose, c'est la notion de visualisation. Et là, la direction dans la technique Alexander est une clé, selon moi, est de projeter qu'est-ce que j'ai envie vers quoi j'ai envie d'aller. Le mouvement, il va vers où? Ou comment j'ai envie de me sentir, de visualiser ce qui va se passer. Visualiser, c'est assez mental, hein, c'est dans notre cerveau qu'il va se passer quelque chose, dans notre tête qu'il va se passer quelque chose. Et aujourd'hui, on sait que notre cerveau, ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, tout est relié les uns aux autres avec le corps, tout est en vase communicant. Tout nourrit l'un et tout vide l'autre, j'ai envie de dire, en fonction de ce qu'on active. Euh, du coup, le pré-mouvement, c'est vraiment observer, visualiser vers où on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir. Est-ce que quand je rentre chez moi, si je reprends cet exemple de bazar, est-ce que j'ai envie de passer un bon moment avec mes enfants?
Est-ce que c'est ça mon but en soi derrière? Donc la manière dont je vais dire, parce que je vais pas cacher que c'est le bazar et qu'il faut qu'elles rangent leur goûter, et ben comment je vais le dire va permettre que le moment suivant ensemble, il ait une saveur différente. Que moi, dans mon corps, ça soit pas de la tension qui parle, mais juste un besoin de leur apprendre que quand on salit quelque chose, on le range. Et tout ça, c'est la préparation à ce que je vais dire, à mon action physique qui va se mettre en mouvement. Et ça va changer un truc aussi primordial chez moi, c'est mon organisation. En technique Alexander, on parle de l'usage de soi. L'usage de soi, c'est autant physique que mental, encore une fois, et c'est comment je décide de m'utiliser. Est-ce que je m'utilise à bon escient ou à moins bon escient? Et souvent, le moins bon escient, il est pas forcément volontaire, bien évidemment, hein. La bo la Des fois, d'avoir envie de bien faire fait qu'on se fait pas forcément du bien non plus. Mais là, c'est vraiment un apprentissage. Découvrir cette notion de pré-mouvement. Avec les chevaux, tu veux tourner à gauche avant même d'aller à gauche, de demander à ton corps d'aller à gauche. C'est un peu con. Je fais un peu je saute sur autre chose, comme en voiture. C'est un peu con en voiture. Il faut d'abord vérifier ses rétros, ensuite on va mettre son clignotant, regarder son angle mort, et ensuite on va tourner. Il s'est passé plein de choses avant d'avoir l'action de tourner. Et avant, on a regardé sans ses rétros, peut-être la première action. Eh ben, avant même de ça, c'est est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que j'entends une voiture? Si j'entends une voiture, dans mon rétro, il y aura forcément une voiture. C'est préparer ma mise en mouvement, finalement, cette notion de pré-mouvement. De visualiser comment moi, on va aller vers la gauche, comment moi et mon cheval, on va aller sauter cette belle auxerre. C'est imaginer le tournant, la courbe suivante après l'auxerre. Il y a plein de moments où je pense que peut-être tu le fais déjà, de visualiser la scène, l'action, ta réponse, pour te préparer à. Et le cerveau, j'ai pas été lire d'études là-dessus, mais paraît-il, de sources assez fiables, que le cerveau, quand il a visualisé, quand il a imaginé, c'est comme s'il avait fait. Donc la fois où tu arrives et tu vis vraiment l'histoire, quand tu visualises que tu vas sauter tel auxerre avec un gros bidet dessous, et ben que tu le visualises, que tu vois que ça se passe bien, que ton cheval, il le fait bien, qu'il n'y a pas de stress, pas de tension, que tu accompagnes ça et que la courbe derrière se passe bien, paraît-il que ton cerveau, quand il va vraiment passer cet auxerre, cette même situation, c'est comme s'il l'aura déjà fait. Donc, il y aura, comme ça s'est bien passé, un circuit fluide, simple et à la base sans tension, juste dans une disponibilité et dans une organisation émotionnelle, mentale et physique aussi, si tu t'es posé la question et que tu as des outils pour savoir, ok, comment je m'organise. Comment mon corps, il accompagne le cheval? Comment je prends conscience des endroits de tension et d'habitude? Parce que ce qui peut venir bloquer nos espaces, des fois on peut se sentir confortable, disponible, on se dit ah là c'est bien, je suis bien. Eh ben désolé, il y a un truc qu'on appelle les sensations non fiables. C'est que le cerveau, quand on a dit déjà imaginer quelque chose, quand il a vécu quelque chose, c'est entre guillemets un peu acquis. Ça ne veut pas dire qu'il saura le refaire parfaitement bien, hein, mais c'est quelque chose qui est connu pour lui et donc qui va au système le plus court, au chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est le plus connu. Donc quand on fait quelque chose qui nous amène des bonnes sensations dans lesquelles on se sent bien, que l'on fait souvent, ça devient une habitude. Et l'habitude, des fois, elle n'est pas forcément à notre service, à nous, ni au service du cheval. Mais comme par habitude, pour gagner du temps, parce qu'on cure les pieds tout le temps, et ben du coup, on fait moins attention à comment on demande les pieds. Parce que on tourne toujours à gauche à cet endroit-là, il n'y a jamais personne, et ben un jour il y a une voiture et ça klaxonne. Toutes ces habitudes font qu'on perd de la conscience de nous-mêmes. Parce que le cerveau, pour nous faire à la base gagner de l'énergie, gagner du temps, d'autres choses sûrement, il va au plus court. Et là, on perd de la conscience. Et cette notion de pré-mouvement, d'organisation, d'inhibition, là, de créer un espace qui existe hein, dans le corps et qui va pas nous faire perdre du temps. Au début, quand on apprend, forcément, on peut, entre guillemets, avoir la sensation de perdre du temps ou de perdre un peu en spontanéité. Mais en vrai, ce qu'on va perdre, c'est de la réaction, de la réactivité, de la tension. C'est ça qu'on va perdre. Et au début, ça peut être déstabilisant de perdre ça. Parce que c'est un changement d'habitude. Mais qu'est-ce que d'avoir plus d'espace? Ça va nous permettre d'avoir plus de choix,
moins de réactions qui vont être automatiques sans qu'on s'en rende compte. On va gagner en mobilité et donc en liberté. Et quand on gagne en mobilité, en liberté, notre corps, notre tête fonctionne mieux. Et avec notre cheval, avec notre famille, avec notre entourage, eh ben forcément, on est beaucoup plus disponible, comme on disait. On a plus de confiance, on se sent mieux, il y a plus de joie. Et la qualité de présence avec notre cheval, avec nos proches. Si on se sent libre, qu'on se sent fluide dans notre corps mobile, eh ben, nos interactions vont être beaucoup plus fluides. On va pouvoir répondre de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus juste parce qu'on n'est pas en train d'être dans la réaction de ce que l'autre a dit alors qu'on était en train de construire quelque chose. Et forcément, il y a moins de tension. Et quand il y a moins de tension, eh ben notre corps, il peut fonctionner de manière beaucoup plus optimum. Et il y a un autre épisode de podcast qui parle du tonus. C'est comment je développe. Je développe le tonus en enlevant les tensions. Et c'est hyper différent. Le tonus, c'est quelque chose que on contrôle. Quand je dis contrôle, c'est pas négatif, hein. Ça veut dire qu'on a du pouvoir, une action dessus. Comme on a une action possible sur notre cheval, sur nos proches, sur tout ça, hein. Ça veut pas dire qu'on est, contrôle tout et qu'on est, hyper rigide, pas du tout. C'est plus qu'à ce moment-là, on peut choisir volontairement quel degré de tonus on va mettre. En fonction de si mon cheval, il est hyper léger, hyper fluide avec moi, je vais avoir un tonus qui va être fluide, léger et qui va juste accompagner et permettre le projet du moment. Si j'ai un cheval qui a une tension, qui est chaud, qui met du poids sur ma main et ainsi de suite, mon tonus va devoir être plus conséquent, plus développé, plus présent. Ça ne veut pas dire que je suis plus disponible parce que plus de tonus et moins disponible parce que moins de tonus. Pas du tout. Le taux de disponibilité, il est le même. L'espace que l'on parle là de pré-mouvement, de préparer, de se laisser le choix, il est le même aussi. Et petit à petit, c'est un exemple que je donne souvent pour les cavaliers d'obstacles, ça parlera, c'est dans un double, il y a le temps de réfléchir. Il y a le temps de faire un choix. Si, bien évidemment, on a musclé notre capacité à faire des choix, que cette situation, elle est connue pour notre cerveau aussi, on a le temps parce qu'on a préparé ça en amont à la maison, bien évidemment. On ne peut pas sortir de nulle part et dans le double, pouvoir se laisser un choix possible si on n'a pas préparé ça aussi, si on n'a pas musclé notre corps, autant physique, mental, émotionnel, à, dans un temps très très court, faire un choix conscient. Et ça s'apprend. Je parle du double parce que c'est mon domaine. Mais j'imagine que pour d'autres personnes, dans d'autres contextes, ça serait exactement la même chose. De rapidement, je discute avec un cheval à pied, je lui ai demandé de se décaler un peu à droite, il se déplace à gauche. Comment je réagis? Eh ben, le timing, on parle souvent de timing, de notre taux de réactivité avec un cheval. Quand je dis réactivité, c'est pas de la réaction, c'est notre rapidité à, notre activité. Alors c'est un peu jouer sur les mots peut-être, je sais pas si tu vois le lien. L'idée, c'est vraiment être rapide veut pas dire se précipiter. C'est peut-être ça la nuance que je peux mettre. J'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens, au fur et à mesure de cet épisode. Je sais pas comment ça, répond, enfin, comment c'est clair pour toi? Est-ce que ça ouvre des fenêtres? Est-ce que ça allume des petites, veilleuses de questionnement, d'ouverture, chez toi, dans tes modes de fonctionnement? Parce que là, ce que ça vient visiter et c'est, calcable sur toutes nos activités, hein, de famille, professionnelle, avec les chevaux, si ton sport c'est l'escalade, le temps de réactivité de quelle prise je vais prendre, comment mon corps je vais visualiser que ma main, elle va aller chercher telle prise. Si vraiment tu es sur ton mur, par exemple, je pense à mon cousin qui fait pas mal d'escalade, eh ben, si on est sur une prise, qu'on sait qu'on a une prise à aller chercher, avec notre main par exemple, eh ben de visualiser, même si je la vois ou si je la vois pas, hein, parce que des fois on ne peut ne pas voir notre prise en fonction sur quelle pente on est, eh ben juste j'imagine là où elle est, j'imagine ma main qui va vers. Eh ben le cerveau, il a déjà fait ce chemin. Et ça, c'est une manière de préparer, de se créer l'espace, et pas de se dépêcher d'y aller en se disant qu'on va y arriver au petit bonheur la chance. Ça marche des fois le petit bonheur, la chance. Je dis pas qu'il faut perdre ça. Mais en fonction de qu'est-ce qu'on veut cultiver, de qu'est-ce qu'on veut intégrer, le petit bonheur, la chance, il nous permet pas, la plupart du temps, je pense, sans faire de généralité, de trouver ce chemin, de muscler notre autonomie, à gagner en confiance, à gagner en connaissance, de créer ce chemin pour aller vers tel projet, tel objectif.
C'est ça la grande nuance selon moi, du petit bonheur la chance et de se créer cet espace de choix, de préparation au mouvement. Voilà un peu ce que j'avais envie de te partager pour finir cet épisode. Je te propose peut-être, comme à chaque fois, d'expérimenter ça, d'observer chez toi hem, comment déjà tu sens ton niveau de tension ou ton niveau de disponibilité. Heureusement, on n'est pas tous surtendus comme moi j'ai été pendant très longtemps et je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté de l'être, hein, parce que toutes ces années où je fonctionnais par la force, en vrai, je ne savais pas que j'étais tendue. En vrai, j'avais des douleurs, vraiment beaucoup de douleurs, mais on s'habitue aussi à la douleur. Donc c'est pas toujours un signe. Et des fois, de relâcher les tensions génère des douleurs aussi parce que le muscle, il a appris fonctionner dans un certain sens avec des muscles plus superficiels que profonds. Et du coup, changer ses habitudes, c'est pas confortable. Ça, c'est clair. Et ça vient challenger. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. euh, Explorer chez moi et explorer aussi avec les autres, avec mes élèves, parce que je trouve que c'est vraiment là où ça donne du sens pour nous humains et pour le cheval, qui est aussi mon dada. Et du coup, ma proposition, c'est un, d'aller observer les moments ou chez toi les zones de tension que tu peux ressentir et dans telle ou telle situation. C'est la première chose dans ta vie, quand tu es en voiture, quand tu fais la vaisselle, quand tu es avec ton cheval, quand tu lui demandes de lever le pied et de te le donner. Est-ce que quand tu écris, tu écrases ton crayon dans tes doigts? Est-ce que tu as souvent les coudes serrés au corps et du coup tu as l'espace sous les aisselles qui est un peu serré? Est-ce que les fessiers un peu serrés? Est-ce que tu as les mains qui sont refermées sur tes poignets ou tes orteils qui se ferment, les mâchoires serrées? C'est des exemples, il y en a plein d'autres, hein, mais des exemples de tension. Ou quand tu es debout, tu envoies fort tes genoux vers l'arrière, par exemple. Euh, voilà, ça, c'est des exemples très gros de tension qui viennent des habitudes. Ça, c'est une première d'expérimentation que tu peux faire. Et une seconde par rapport à cet espace, un peu de cet espace de choix, cet espace de liberté, de préparation au mouvement. C'est juste quand tu sens que tu as quelque chose qui arrive et déjà tu peux expérimenter ça avec un ballon par exemple. Un ballon, quand on nous lance un ballon, le premier réflexe, c'est de l'attraper. Tu as un ballon qui arrive, tu veux l'attraper. En tout cas, la plupart des gens. Peut-être certains veulent l'éviter, mais la plupart des gens veulent le rattraper. C'est une réaction ou réaction d'évitement. Les deux choses. Et ben moi je te propose, si tu es avec quelqu'un, qu'on te lance un ballon, pas de manière violente ni agressive bien évidemment, et de faire le choix. Est-ce que tu l'attrapes? Est-ce que le laisses tu le regardes? Est-ce que tu veux l'attraper ou est-ce que tu ne veux pas l'attraper? Est-ce que le ballon, il arrive à droite? Eh ben tiens, tu vas décider d'attraper un ballon imaginaire à gauche. Ça, c'est une première expérience par rapport plus à l'inhibition, là, à l'espace qu'on ouvre, de comment le stimulus, il arrive à nous. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est comment tu envoies ce ballon. Vous vous faites des passes, si tu es à deux avec quelqu'un et ce ballon, et vous vous faites des passes. Et à un moment donné, tu peux décider de faire un petit arrêt, de visualiser et de choisir comment tu veux lancer le ballon. Est-ce que je l'envoie en haut à gauche? Est-ce que je l'envoie en bas à droite? Est-ce que je fais une passe droite? Est-ce que je fais pas de passe? Est-ce que je peux visualiser le ballon qui fait une forme et ensuite je fais? Ça, c'est des premières mises en situation pour déjà prendre le temps avant d'attraper la réaction du ballon et avant d'envoyer le mouvement et le ballon. Ça, c'est un exemple dans une situation très hem, simple avec le ballon, en dehors de notre quotidien, sauf si tu es un sportif de ballon. Mais avec ton cheval, tu peux faire la même chose. C'est plus complexe parce que forcément, ça amène de l'émotionnel, des enjeux vu que c'est ton cheval, mais tu peux l'expérimenter aussi. Comme je te le disais, expérimenter comment mettre de la conscience sur comment tu brosses ton cheval, le truc est hyper basique, comment tu lui mets la selle. Est-ce que tu as une conscience de comment tu le fais, de comment il réagit? Est-ce que tu t'adaptes ou est-ce que tu fais mécanique? Et le mécanique, c'est de l'habitude. Et quand tu es avec lui et que tu lui proposes quelque chose et qu'il te répond autre chose, quand je dis autre chose, ça peut être un truc que tu ne veux pas. Pour moi, le truc que tu ne veux pas, c'est du jugement de valeur sur ce qu'il te fait. Mais c'est un truc à la base autre que ce que tu as demandé. On peut voir ça comme ça. Eh ben, c'est quoi tes réflexes à ce moment-là? Est-ce que tu te tends? Est-ce que dans ta tête, il se passe des choses
des phrases mentales de c'est pas ça, des émotions qui arrivent de négation ou de positivité, hein, ça peut être super aussi, il y a pas de jugement de valeur là-dedans. Comment ton corps, est-ce que direct, eh ben, tu as eu un geste impulsif de dire: «Ah non, c'était pas ça» et hop, reviens tout de suite et c'est comme ça. Et il y a, encore une fois, pas de jugement de bien ou de mal. Il y a: «C'est comme ça aujourd'hui et demain ça pourra être différent si tu t'en donnes les moyens». En tout cas, moi, c'est le chemin que je mène, d'essayer de me poser la question de ce que je fais, j'ai même du mal à le dire, a du sens pour moi, pour ma bonne santé physique, mentale, émotionnelle et pour les autres autour de moi, dont les chevaux font partie aussi. Et c'est un chemin que je marche heu, depuis quelque temps maintenant et qui va être très long parce que c'est le chemin d'une vie en vrai. J'arrête sur cette phrase un peu philosophique du chemin de la vie, hem, qui est, un peu le même que j'avais commencé au début. Je sais pas comment ça résonne pour toi, si tu as envie de venir me faire un petit message pour me faire un retour, c'est avec grand plaisir. Ça m'aide et ça me soutient aussi, à savoir que ces, épisodes, vous parlent et vous amènent à vous poser des questions et à expérimenter, voilà, autre chose, autrement, différemment, avec beaucoup plus de conscience et de sens, encore une fois, pour toi et pour ton cheval ou pour tes proches autour de toi. Salut, à très bientôt pour un nouvel épisode.